La finalité, c'est le décès ou la greffe. Il n'y a aucune autre solution possible. Clairement, à ce moment-là, on sait qu'il me reste 24-48 heures. Même les médecins ne comprennent pas que je sois encore en vie. Et ils me disent, Marine, on a quelque chose à vous dire. Et puis moi, je leur réponds, je vais mourir. Mais on n'est pas sûr qu'on va y arriver. On espère qu'il y a un greffon qui arrive. On est très inquiets. En fait, on a tous compris la même chose. Pour nous, c'était un signe de Dieu. Bonjour, moi c'est Marine, j'ai 28 ans et j'ai dû être greffée des 2 poumons à cause de moisissures dans mon logement et je vais vous raconter mon histoire sur Légende. Avant de tomber malade, je suis comptable, je suis en couple, je vis chez ma maman parce qu'on a acheté sur plan avec mon ancien compagnon et donc on attend la livraison de ce logement. À ce moment-là, je vis avec ma maman depuis longtemps d'ailleurs et on vit toutes les deux ensemble, à Rungis dans le 94. Lorsqu'on a emménagé avec ma mère dans ce logement, il n'y avait rien qui nous a alertés. Le logement avait été refait, repeint, etc. Ce logement ne paraissait pas... il n'y avait pas de souci particulier. Avant de tomber malade, j'ai jamais eu de problème de santé au niveau pulmonaire. Je faisais du sport, j'allais à la salle 3 fois par semaine, j'ai fait de la gym, j'ai fait de l'escalade, il n'y avait aucun problème. Et j'étais plutôt quelqu'un d'active, j'aimais bien bouger, faire la fofolle, j'étais vraiment en bonne santé. Donc là, on est en fin janvier 2020. C'est quoi les premiers symptômes que tu as? Les premiers symptômes, c'est essoufflement, fièvre, toux. J'ai les ongles et les lèvres bleues et vraiment, du jour au lendemain, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et du coup, je suis hospitalisée à ce moment-là. Il y a eu à peu près 1 an de flou médical sur ton diagnostic. On ne savait pas vraiment ce que tu avais. Pourquoi ça a été aussi long de mettre un mot sur ta maladie? Mon parcours médical a été assez long. J'ai fait pas mal d'examens, pas mal de radios, de scanners, de prises de sang. On a cherché un peu partout et c'est vrai que ça a mis du temps. Et en plus, c'était à la période Covid, donc pas simple du tout d'avoir des rendez-vous. Et au final, j'ai eu une intervention pour analyser les poumons. Et c'est à partir de ce moment-là où le diagnostic est tombé. Et c'était en novembre où j'ai une pneumopathie d'hypersensibilité sur environnement qui est sortie de cette analyse. J'ai su que c'était grave assez rapidement parce que j'ai demandé à une amie qui était en études de pneumologie de me dire ce qu'elle pensait de ma radio, de mon scanner. Et là, elle m'a entouré plus de la moitié de mes poumons en me disant qu'il y avait de la fibrose. Et la fibrose, c'est en fait évolutif. Il n'y a aucune guérison possible et il n'y a rien pour ralentir. Ça peut se ralentir, mais la finalité, c'est le décès ou la greffe. Il n'y a aucune autre solution possible. À ce moment-là, c'est un choc, mais elle est la seule à m'en parler. Les médecins ne me le disent pas clairement. Moi, je vois sur Internet, je comprends assez facilement et je vois surtout mon état évoluer parfois de jour en jour. J'ai conscience de ce qui se passe, même si les mots ne sont pas vraiment posés. Ça se traduit comment exactement? Les symptômes sont surtout l'essoufflement, donc qui amène aussi à de la toux, des fois donc des crises, où j'ai du mal à reprendre mon souffle. Par exemple, marcher, monter une côte, monter des escaliers, tout ça devient très compliqué. Les activités de la vie courante, finalement, de s'habiller, mettre une paire de chaussures, ça devient vraiment compliqué à ce moment-là. Puis c'est de pire en pire. Après la biopsie chirurgicale pulmonaire, donc là, on a prélevé les poumons et on a le résultat. J'ai mon pneumologue qui m'appelle en me disant que j'ai sûrement de la moisissure chez moi et je lui réponds que non. S'il y en avait, je l'aurais vu. Surtout que moi, mon père, il est dans le bâtiment, donc je connais un petit peu. Et il me dit, rentrez chez vous et poussez tous vos meubles, ce que je fais. Et je pense en fait tout de suite à ma tête de lit, parce que c'est quelque chose qu'on ne bouge pas vu qu'elle était au mur. Et là, en fait, je la lève et je vois que le mur est rempli de coulures, de mousse, tout noir, etc. Et donc, j'appelle mon pneumologue et il me dit qu'il faut que je quitte cette chambre, même voir l'appartement, parce que les particules de moisissure sont volatiles, donc sont présentes dans toute la maison, parce que c'est une question de vie ou de mort. Quand je découvre que le mur est noir, franchement, je suis choquée parce que
pareil, un peu comme tout le monde, je me dis mais comment j'ai pas pu le savoir, comment j'ai pas pu le sentir. Après, en fait, j'ai appris que la moisissure n'a pas forcément d'odeur, surtout quand on aère, etc. Mais c'est vrai que je suis choquée, je suis vraiment choquée à ce moment-là. Ta chambre n'était pas du tout humide, tu l'as aérée comme tout le monde, non? J'ai aéré ma chambre le matin, le soir. Pour moi, il n'y avait aucune possibilité que derrière cette tête de lit se passait un cauchemar, en fait. Donc la moisissure a touché uniquement ta chambre. Ta mère n'a pas été touchée par cette moisissure? Du coup, la moisissure, elle était vraiment dans ma chambre. Elle concernait un mur extérieur. Personne, du coup, n'est tombé malade. Ma mère n'est pas tombée malade. Mon copain qui venait de temps en temps n'est pas tombé malade. Parce que je pense qu'il faut y rester un petit moment quand même pour que toute la nuit, on respire des particules. Et finalement, c'est un peu la cata. À quel moment on va parler de la greffe pulmonaire? À quel moment ça va arriver, ça? Lors d'un traitement, je fais une mauvaise réaction et j'ai besoin d'oxygène à ce moment-là. Et j'ai un pneumologue qui rentre, qui n'est pas mon pneumologue habituel, et qui me dit « Marine, on t'a parlé de la greffe ?» Et je le regarde en lui disant « Non, pourquoi ça me concerne ?» Et il me dit « C'est pas à moi de t'en parler, on t'en parlera plus tard. » En fait, à ce moment-là, les mots sont un peu posés. Moi, je regarde sur Internet, je sais ce qui se passe, je sais à peu près comment ça va se finir. Mais c'est vrai que l'entendre d'un pneumologue, c'est encore plus concret. Et ça sera confirmé par mon pneumologue en novembre 2021, où là, il me parle de du coup rencontrer l'équipe de la greffe. À partir de ce moment précis, tout s'accélère pour toi. Tu commences à être à 33% de saturation. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Au moment où on me parle de la greffe, on voit large. On me dit que ça sera, donc on est en novembre, on me dit que ça sera en février. On parlera de la greffe vraiment en février. Sauf que finalement, décembre arrive, j'ai le Covid. Et en fait, là, je rencontre l'équipe de la greffe et je commence les examens pré-greffe pour savoir si je suis éligible à la greffe. Et donc là, tout devient concret. Les membres de ma famille, eux, imaginaient qu'il y ait une solution miracle. Moi, j'avais conscience qu'il n'y aurait pas de miracle. Donc j'enchaîne les hospitalisations. Janvier, je suis hospitalisée, février. Enfin, je suis hospitalisée vraiment tous les mois jusqu'à une hospitalisation qui dure un mois. Et je demande au pneumologue de sortir quelques jours parce que j'en peux plus et j'ai envie de retrouver mon chez-moi. Et à ce moment-là, je suis sous oxygène depuis décembre. Et il m'autorise cette sortie. La première nuit se passe plutôt correctement. Sauf que la deuxième nuit, je sens que ça ne va pas. Je suis en crise et j'essaye de me dire ça va se calmer, j'ai déjà géré ça. Et finalement, mon compagnon n'arrive pas à s'endormir. Et il allume la lumière et il me dit « T'es toute bleue ». Et je prends ma saturation et je suis à 33% de saturation. Ce qui signifie que c'est très peu parce qu'il ne faut pas être dans l'idée, faut pas être en dessous de 95%. Donc ça montre bien qu'en gros, il n'y a plus d'échange d'oxygène. En fait, les poumons ne fonctionnent plus, en fait. Clairement, 33%, c'est assez critique, surtout que j'étais déjà sous oxygène. Donc là, la seule solution, c'est les pompiers, le SAMU, et qu'il faut que la greffe arrive très vite. Je suppose que tu n'as pas un greffon qui t'attend. Comment ça se passe? Quand on est en attente de greffe, logiquement, ce qui se passe, on est chez nous et on attend l'appel pour dire on a un greffon, venez à l'hôpital, on va vous greffer. Sauf que moi, à 33 de saturation, je vais directement en réanimation puisque mon état est vraiment critique. On me met une machine qui en fait remplace mes poumons, donc pour oxygéner tous mes autres organes parce que les poumons ne font plus le travail. À ce moment-là, donc, je suis mise en super urgence, ça veut dire que je suis prioritaire sur toute la France. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que normalement, en quelques jours, je vais recevoir ce greffon. L'agence de biomédecine accorde une première semaine. Tout le monde se dit que pendant cette première semaine, un greffon va arriver. Et ça paraît logique pour tout le monde, même les médecins. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc il y a une deuxième semaine qui est demandée à l'agence de biomédecine. Elle est acceptée. Sauf qu'on ne dépasse pas les 2 semaines logiquement parce que être sous la machine qui me permet de maintenir en vie, c'est a des impacts hyper importants sur tout le corps, les organes, etc. Vraiment un état où même moi, parfois, j'ai demandé au médecin de m'endormir, en fait, de me laisser partir,
parce que c'était trop de souffrance, c'était trop dur. Et malgré tout, j'avais quand même l'espoir que ce greffon arrive. Et malgré tout, je me battais parce que j'avais tous mes proches qui étaient là en permanence. J'ai pas passé une journée seule, même peut-être 1 heure seule sans eux. J'ai toujours eu quelqu'un avec moi. C'est un peu comme si on compressait la poitrine très fort. Chaque respiration est compliquée. Même manger est compliqué. Parce que, par exemple, c'est tout bête, mais un grain de riz, on peut l'aspirer et on s'étouffe. On ne bouge pas, on est alité. Enfin, je suis alitée, donc pareil, les muscles, les nerfs et la graisse, tout part avec. Donc, c'est vraiment une période très compliquée. Et puis, à plusieurs reprises, c'est un état vraiment critique où ils appellent ma famille en leur demandant de venir me dire au revoir, clairement. Moi, je ne suis pas consciente de ça. Personne ne m'en parle vraiment. Je sais que je suis dans un état critique, mais je ne sais pas que ma famille vient, entre guillemets, me voir une dernière fois. Je me souviens d'une fois où ils viennent tous et je dis à mon frère, mais pourquoi vous êtes tous là, je vais mourir? Et mon frère, il me dit, non, on a juste réussi à tous se libérer aujourd'hui pour venir te voir. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai compris un petit peu que, c'était pas vrai, enfin, je me suis doutée. Et puis, la deuxième semaine passe, elle se termine. Au final, les médecins demandent une 3e semaine à l'agence de biomédecine, qui est acceptée. Et tout le monde sait que ça sera la dernière, parce que déjà, c'est ouf d'avoir une 3e semaine. Et pendant cette hospitalisation, je vais désaturer à 13%. Donc même les médecins ne comprennent pas que je sois encore en vie. 13%, c'est si peu. Normalement, on fait un arrêt cardiaque. Moi, je suis juste tombée dans les pommes. Et même tous les actes que j'ai eus à ce moment-là, tout a été en anesthésie locale parce qu'ils ne pouvaient pas m'endormir. Ils avaient peur que je parte dès qu'ils m'endormaient. Ils avaient peur de ne plus pouvoir me réveiller. Je comprends ce qui se passe, oui et non, parce que parfois, je pense que je suis déconnectée. Des fois, je suis un peu incohérente. Donc, mais j'ai conscience parce que je sais que c'est grave. Je sais que ça fait longtemps que j'attends. Je suis sur ma 3e semaine. Normalement, ça aurait dû durer 2-3 jours, 4 jours. Et je comprends que là, ça va être vraiment compliqué la suite pour rester en vie. Et que de toute façon, à un moment donné, moi, je suis au bout de mes limites, en fait. Tu as la lucidité d'en vouloir à quelqu'un à ce moment-là? Est-ce que tu en veux au propriétaire de l'appartement? À ce moment-là, j'avoue que je pense à moi et ma famille. Je me dis que je n'ai pas le droit de les laisser, que je dois me battre, que j'ai pas le droit de laisser ma maman parce que je vis pas avec elle, mais je passe tout mon temps avec elle. Ma maman, elle est à la retraite. Elle a été à la retraite au moment où je suis tombée malade, donc puis on est très fusionnels. Donc je me dis que j'ai pas le droit de la laisser. J'ai pas le droit de laisser mes frères non plus. Puis j'ai mon compagnon qui est là aussi et on vit ensemble, on a des projets, bébé, mariage. Et c'est ce qui me permet de me battre aussi finalement, le fait qu'il soit là auprès de moi. Je me souviens même de voir ma meilleure amie en pleine nuit arriver dans ma chambre d'hôpital. Même elle a vécu des choses pas faciles dans sa vie. Et même elle, je me dis, j'ai pas le droit de la laisser et qu'elle souffre encore. Même si j'y suis pour rien, entre guillemets, c'est quand même de ma faute. Je pense pas au bailleur social, je pense surtout à vivre, essayer de survivre. Là, on arrive sur la 3e semaine. Chaque jour, chaque heure est comptée. À un moment donné, ton compagnon va être convoqué par les médecins. Lorsque la 3e semaine se termine, en fait, on est le 14 mai. Et là, mon compagnon est convoqué parce que c'est lui qui passait les nuits avec moi. Donc, il est à peu près 19h. Et il est convoqué par 4 médecins, du personnel médical. Et il se retrouve face à eux. Et en fait, ils lui disent que voilà, c'est la fin, qu'ils ont fait leur maximum, qu'ils ne pourront pas faire plus. Qu'ils ont conscience que je me bats, ils le voient, que je ne lâche rien. S'il n'y a pas de greffon dans les 24-48 heures, faut avoir conscience qu'eux, ils ne pourront pas faire plus. Donc clairement, à ce moment-là, on sait qu'il me reste 24-48 heures. Moi, je ne suis pas au courant, personne ne m'en parle. Mon compagnon, à ce moment-là, il a le réflexe d'enregistrer cette conversation avec les médecins. Et en fait, il n'a pas la force d'appeler ma famille ou sa famille pour prévenir. Donc, il envoie ce enregistrement à tout le monde. Et à ce moment-là, tout le monde s'arrête et tout le monde sera à l'hôpital. Si tu le veux bien, tout de suite, on va écouter cet enregistrement pour que la communauté comprenne vraiment la situation.
Pour l'instant, on n'a aucune proposition qui correspond à votre fiancé. On continue, on fait tout ce qu'on peut, mais on n'est pas sûr qu'on va y arriver. On essaye, et si demain ou cette nuit, il y a un greffon qui arrive, il m'arrivera peut-être. Mais malheureusement, les chances que ça marchera diminuent. Ça sert à rien que je vous dise oui, ça va aller. On est très inquiets. Après l'enregistrement, après cette conversation avec les médecins, ta famille arrive à l'hôpital. Ils font les 100 pas, hein. Ils font les 100 pas. Tout le monde attend un greffon. Tout le monde sait que ça va être... dans les 48 heures, c'est décisif, quoi. Enfin, s'il n'y en a pas, c'est fini. Moi, j'ai toujours pas conscience et à ce moment-là, je pense que je suis vraiment déconnectée de ce qui se passe. Il y a la nuit du 15 au 16 mai. Pour toi, c'est une date qui restera, je pense, gravée dans ta mémoire. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé cette nuit-là? La nuit du dimanche 15 au lundi 16, bizarrement, apparemment, je dors très bien. Ce qu'on me raconte, je dors très bien. Mon compagnon, lui, est dans les couloirs. Les couloirs sont noirs, parce que les lumières sont éteintes, pour pas déranger les patients qui dorment. Il me raconte que... et en fait, tout le monde va me raconter la même chose. Mais lui, il me raconte d'une autre manière. Il me dit qu'il y a un bruit énorme qui sort de nulle part, énorme. Il me dit même qu'à ce moment-là, il pense que c'est Poutine qui attaque la France, parce que c'était au moment des conflits. Et en fait, il y a une boule de lumière qui vient éclairer tout le couloir. Et en fait, c'est un énorme orage qui arrive. Lui-même, qui n'est pas forcément très croyant, en fait, on a tous compris la même chose. Pour nous, c'était un signe de Dieu et que c'était la lumière qui venait éblouir, éclairer l'obscurité qu'il y avait à ce moment-là, en fait. Et en fait, le 16 mai au matin, vers 10h, j'ai 2 médecins qui rentrent dans la chambre et ils me disent « Marine, on a quelque chose à vous dire ». Et puis moi, je leur réponds « je vais mourir ». Et ils me disent « non, on a un greffon pour vous ». Ça fait 3 semaines que j'attends ce greffon et c'est vraiment les dernières heures. Vraiment, si on va dans le sens des 24-48 heures, c'est les dernières heures. À ce moment-là, j'ai écrit un message et j'arrive à être lucide dans mon message. On avait un groupe sur la famille où tout le monde se tenait au courant de mon état. Et j'écris en gros, un message pour leur informer qu'il y a un greffon, que je suis stressée mais que je suis heureuse. Et qu'il faut quand même attendre qu'il soit confirmé viable parce que entre le trajet, le poumon on peut se rendre compte que finalement il n'est pas greffable. Mot pour mot, tu te souviens de ce que tu dis à tes amis? J'ai le message. Tu l'as encore? Ouais, mais j'ai pas le téléphone. On pourra l'afficher si tu veux ouais, à l'écran. On pourra. Tout le monde y croit, tout le monde est à fond et je pense que tout le monde respire enfin. Le mot respirer est important dans l'histoire. Mais voilà, tout le monde respire et moi, tout le monde a de l'espoir finalement. Qu'est-ce qui se passe après l'annonce du greffon? Quand on m'annonce le greffon, je sais qu'il y a ma famille qui vient. Chacun vient m'envoyer de la force, on va dire, un petit mot. Parce qu'en fait, tout le monde est assez conscient que c'est peut-être aussi la dernière fois qu'on se voit. Parce que je suis tellement dans un état de fragilité, je suis tellement faible. Il y a la possibilité que la transplantation se passe mal et que finalement, je ne survive pas. Mais tout le monde se dit qu'au moins, j'ai eu cette chance-là, qu'il y a un greffon qui est arrivé pour moi, en fait, tout le monde... je pars, moi, à cette greffe en me disant, il y a eu un greffon pour moi, soit je suis greffée et c'est génial, ou soit je vais mourir pendant l'intervention. C'est vraiment ce que je me dis, et je ne le saurais pas. Et le fait de ne pas le savoir, entre guillemets, c'est... je m'endormirai à ce moment-là et c'est tout. Ma famille se dit la même chose, même si c'est difficile parce que eux restent. Ta famille a une place importante pour toi, notamment ta maman, ouais. Qui t'ont accompagné du début jusqu'à la fin. Ma famille, c'est vraiment un pilier. C'est comme si on mettait une table, et pour tenir la table, il faut 4... bois. Il y a mon compagnon à ce moment-là, il y a ma mère et mes 2 frères. Et c'est vraiment mon pilier. Sans eux, je pense que je me serais pas battue. Je me serais pas battue. Vraiment, vu comment j'étais dans un état tellement critique, je me serais jamais battue s'ils n'avaient pas été là. Si j'avais été toute seule, je sais que je ne serais plus de ce monde. Après la greffe,
Je suis mise dans le coma pendant 2 semaines. Ils font souvent ça parce que ça permet aux poumons de prendre leur place. Au final, je vais avoir une trachéotomie pour pouvoir me réveiller plus facilement. Donc en fait, je me réveille au bout de 2 semaines. Sauf qu'avant ça, j'ai été alitée 3 semaines. Plus là, les 2 semaines. Et en fait, je me réveille totalement paralysée. Je ne peux plus bouger, que ça soit un doigt, que ça soit sourire. Je peux plus rien faire. En plus, je peux pas parler parce que j'ai la trachéotomie. Je peux pas manger, je peux pas boire. Et à ce moment-là, j'ai l'impression d'être un peu prisonnière de mon corps. Et c'est vraiment pas facile. Après avoir vécu tout ce que j'ai vécu avant la greffe, je m'attendais pas que l'après-greffe allait être aussi compliqué. Est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, tu ressens que les poumons viennent d'une autre personne? J'ai pas de sensation qu'il y a un corps étranger, entre guillemets, dans mon corps. Mais j'ai conscience et je sais qu'aujourd'hui, je vis grâce à une personne qui a été donneuse. Chaque jour, je dois prendre soin de son greffon. Chaque chose que je fais, je pense à elle. Parce que chaque chose que je fais, c'est grâce à elle aussi. Tu ressens quand tes poumons sont pas en forme, entre guillemets? Quand je suis malade, je ressens tout de suite quand ça va pas. Il y a des crépitements, ça râle, il y a pas mal de bruit dans les poumons, des glaires, des crachats. C'est un peu compliqué. Donc assez vite, moi, je contacte toujours l'hôpital pour qu'ils me fassent venir pour faire une batterie d'examens. Je suis très à l'écoute de mon corps et en général, quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je me trompe jamais. Tu m'en parlais au moment d'écrire cette émission. Je crois que quand tu t'es réveillée, tu voulais du coca, c'est ça? Quand je me suis réveillée, c'est vrai que l'infirmière, elle vient me parler et elle me dit « Marine, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Un gant? Tu veux… » Elle me propose plein de choses. Et à ce moment-là, mon compagnon me filme et le seul truc que je veux, moi, c'est du coca. Parce que c'est ce que j'aime le plus au monde, je pense. Et donc, je lui dis coca. Mais j'ai pas eu le droit à mon coca, puisque j'avais pas le droit. Je venais de me réveiller, c'était pas possible. Au moment où je me réveille de la greffe, c'est vrai que je me dis, mais en fait, je me suis fait greffer pour ça, pour être dans mon lit, ne pas pouvoir bouger, ne rien pouvoir faire. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, j'aurais dû partir. C'est vrai que je me le dis, c'est vrai que je le dis aussi à ma mère. Et c'est très dur, et je demande même à avoir tout de suite ma psychologue, parce qu'en fait, j'arrive pas à gérer, parce qu'en plus, je peux même pas communiquer avec personne, je peux pas parler. Vu que je suis paralysée, j'arrive pas même juste à bouger la bouche en articulant, juste pour qu'on essaye de me comprendre. Même ça, personne ne me comprend, c'est hyper frustrant. On peut pas boire, on peut pas manger, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. On a plein de questions, mais on peut pas les poser. Et c'est être enfermé dans son corps. Et tout est après, on se dit que c'est en fait un autre enfer. Je viens de vivre l'enfer et je revis un autre enfer là. Quand on est greffé pulmonaire, il y en a qui remarchent le lendemain. Sauf que moi, je fais jamais les choses comme tout le monde. Donc, il y a une rééducation hyper importante et hyper difficile. On me met sur une chaise parce que c'est là où on se remuscle le plus, etc. C'est bon pour la cage thoracique, sauf qu'en fait, c'est horrible. Moi, j'ai plus rien, j'ai plus de muscles, etc. Je suis assise sur mes os et j'en peux plus, en fait. Et même pour une anecdote, une fois, j'ai fait semblant de tomber dans les pommes pour qu'on me remette dans mon lit. Et ça a été la panique. On m'a arraché un cathéter et tout, dans la panique. Et en fait, c'était juste parce que je voulais retourner dans le lit. C'était un caprice. Mais eux, ils t'obligent à rester parce que c'est pour ton bien. Sauf qu'à ce moment-là, moi, mon bien, c'est le lit et c'est tout. Dans ma tête. Pendant la réanimation et jusqu'à... Après, je suis remontée aux étages, donc en pneumologie lambda. Et je suis toujours avec quelqu'un. Enfin, il y a toujours ma famille qui vient. Et ils n'ont jamais dérogé à la règle. Ils ont toujours été là pour moi, à me ramener du coca bien frais aussi. Tout le temps. Et en fait, je sors de l'hôpital le 7 septembre. Et c'est pas une sortie que j'imaginais. Hein. Je sors en siège roulant. Mon compagnon doit me mettre dans la douche, doit me sortir de la douche, doit me mettre au lit. Enfin, vraiment. En fait, le matin, je me lève, j'envoie un message à ma mère pour qu'elle vienne passer la journée avec moi. Mon compagnon rentre, elle part. Et en fait, parce que je suis pas capable de faire des choses toute seule, je risque de tomber. Très compliqué. Malgré tout...
Donc je retrouve mon compagnon et il me demande en mariage. Donc un bel événement. On en avait déjà parlé avant la greffe. Je lui avais demandé un peu en fiançailles. Et donc bien sûr, je dis oui. Mais finalement, ce qui se passe, c'est que quelques mois plus tard, il me dit qu'il n'est pas heureux, qu'il a besoin de penser à lui. Je sais que ça a été une période très compliquée pour tout le monde et pour lui aussi. Je sais que voilà, lui, il m'a imaginé m'enterrer. Il a imaginé qu'il allait ne plus, à 25 ans, perdre la personne avec qui il est depuis 8 ans. Donc je sais que ça n'a pas été quelque chose de simple pour lui. Et en fait, il me dit qu'il a besoin de penser à lui et que voilà, il préfère partir et puis revivre une vie de jeune, voilà, et pas dans la maladie. Parce qu'à ce moment-là, je marche toujours pas. Je suis soit en siège roulant, soit en déambulateur, soit en béquille. Lui, il a des projets et pour le moment, moi, mes projets, c'est juste prendre soin de moi et c'est tout. Tu dois vendre ton logement parce que tu avais commencé à emménager avec lui, c'est ça ? Après la greffe, on ne s'attend pas, surtout qu'on a traversé la plus grosse épreuve, entre guillemets, et même tout le monde nous le dit, vous êtes le couple de l'année. Et en fait, je ne m'attendais pas à ça, c'est sûr, donc c'est pas facile à encaisser, surtout que on vit ensemble, que moi, à ce moment-là, je ne travaille plus parce que je suis tombée gravement malade et que je sais que finalement, je vais devoir quitter ce logement parce que je n'ai pas les moyens de le garder. Donc, en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression de tout perdre. J'ai perdu la vie que j'avais avant de tomber malade, qui était une vie où j'avais tout. J'avais un travail, j'avais un appartement, je vivais avec ma maman à ce moment-là, mais j'avais l'espoir d'avoir la vie la plus normale possible, un enfant, des enfants, mon compagnon, lui ou un autre même peut-être, mais voilà, j'avais une vie pour moi toute tracée, une vie... un peu comme tout le monde, un enfant, un travail, métro, boulot, dodo. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je perds tout, en fait. Plus le temps passe, plus je perds des choses. Et c'est très dur à vivre, ouais. Tu lui en veux ? Oui, je lui en veux beaucoup de m'avoir quittée, parce que je pense que il y avait des choses à faire. Je pense qu'il aurait pu être patient et attendre. Après, est-ce que l'amour était toujours là de son côté ? Peut-être pas. C'est pour ça que c'était encore plus frustrant à ce moment-là, parce que tu me dis que tu m'aimes, mais tu pars. Donc, c'est pas cohérent. Mais après, à la fois, je peux comprendre qu'il a envie de vivre une vie de quelqu'un de son âge et pas être dans la maladie. Et à la fois, je comprends pas ce qui s'est passé parce que c'était imprévisible. À ce moment-là, tu te reconstruis psychologiquement, physiquement aussi. Ça va faire 3 ans que l'opération s'est déroulée. Comment tu te sens maintenant ? Aujourd'hui, j'ai encore de la kiné. J'y vais 2 à 3 fois par semaine. Parfois, une fois, ça dépend. Je vais voir le psy, toujours, parce que j'en ai besoin. Que ça soit pour ce que j'ai vécu avec mon compagnon, ce que j'ai vécu avec... la maladie, j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, c'est des suivis importants, que ce soit pneumologie, pour le foie, pour les reins. J'ai pas mal de rendez-vous. Oui. Maintenant, tu vis où ? Aujourd'hui, je suis retournée vivre du coup avec ma maman. On devait toutes les deux avoir un nouveau logement, des nouveaux bâtiments qui ont été construits sur Rungis par le même bailleur social. J'étais pas très emballée par l'idée, mais c'était la simplicité, on va dire. Les 2 appartements où nous devions vivre avec ma mère, on devait chacune avoir le nôtre. En fait, il y a de la moisissure dans ces logements. Donc, le chantier a été arrêté. Et là, on se dit, en fait, ça recommence, quoi. Heureusement qu'on n'a pas emménagé dedans. Mais finalement, on se dit que le bailleur social, on ne peut pas lui faire confiance, en fait. On peut pas... C'est pas possible parce que ça recommence. Donc, finalement, ils ont fini par nous mettre toutes les 2 dans un même logement. Pour le moment, je touche du bois et il n'y a rien d'apparent. Tu as commencé à porter plainte justement contre ce bailleur social. Est-ce que tu peux me parler de cette procédure ? J'ai porté plainte contre le bailleur social parce que finalement, le mur qui était touché par la moisissure, c'était un mur qui donnait sur le mur extérieur et c'était une fissure. Donc en fait, j'ai vite compris que l'eau rentrait par cette fissure et c'est ça qui a créé l'humidité, donc la moisissure. Et donc j'ai porté plainte parce que en fait c'est des bâtiments qui datent de 1960 et en fait ils n'ont jamais été rénovés. Rien n'a jamais été fait.
Et j'ai voulu porter plainte une première fois, sauf que cette plainte a été transformée en main courante. J'ai pas eu le choix, hein. J'ai demandé que ça soit bien une plainte. Et on m'a dit que non, ça sera une main courante et c'est pas autrement. Je suis revenue 1 an après avec mon frère porter plainte. Cette fois-ci, elle a été acceptée. Et donc j'ai porté plainte contre non-assistance à la personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. Comment avance cette procédure? Là, ça fait plusieurs années déjà. Est-ce que tu as des nouvelles? Ça fait maintenant 4 ans que la procédure est en cours. Donc j'ai pris un avocat aussi de mon côté. C'est long, c'est très long. Le bailleur social ne coopère pas du tout, donc il fait traîner les choses. J'ai l'impression que pour eux c'est un jeu, sauf que moi c'est pas un jeu, moi c'est ma vie. En fait, j'ai qu'une seule envie et un seul besoin, c'est que il soit reconnu coupable. Entre guillemets, ça clôt un peu le dossier. Même si pour moi ça ne le clôt pas, parce que moi je vis avec plus la maladie et la fibrose pulmonaire, mais je vis avec la greffe pulmonaire. Les médecins appellent ça une autre maladie. Et ça, c'est à vie. Ça. Donc mon quotidien aussi, c'est tous les jours, je prends des cachets, donc entre 10 et 15 cachets par jour. Si je dois me rendre dans un lieu, j'analyse tout le lieu pour aller au plus vite, ne pas trop marcher, ne pas avoir de pente, ne pas avoir d'escalier. Tout est devenu plus compliqué. Et moi, j'ai pas retrouvé ma vie d'avant, la maladie. Je suis loin d'avoir la maladie, la vie d'avant. Hormis le fait qu'il soit reconnu coupable, est-ce que tu sais ce qu'il risque de prendre? Du coup, au niveau pénal, je sais pas trop ce qu'ils peuvent risquer. Moi, dans mon idée, c'est que soit ils aient un contrôle hyper important sur tout leur logement, je pense que ça n'arrivera jamais, mais qu'ils louent des logements dignes. Tu as des chances de gagner ce procès? Pour moi, ce procès, je ne peux que le gagner parce que j'ai un dossier qui est totalement complet. Il y a toutes les preuves dedans. J'ai une expertise médicale, donc une pneumologue qui a été mandatée et qui confirme bien le lien de causalité entre les moisissures dans mon logement et mon état pulmonaire. J'ai toutes les preuves qui font qu'il n'y a pas d'autre possibilité qu'il ne soit pas coupable. Donc pour moi, ça ne peut que aboutir. Mais la justice, on la connaît. Hein. On ne peut pas parler avant que ça soit fini, mais c'est vrai que pour moi, si ça n'aboutit pas dans mon sens, c'est pas envisageable pour moi. C'est parce que tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde sait pourquoi je suis dans cette situation aujourd'hui, dans quel état je suis et à cause de qui. Même eux le savent. Enfin, même s'ils ne le reconnaissent pas, ils le savent parce que, par exemple, le logement où on est, qui est avec ma mère, ils ont dit qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un problème d'humidité dans le logement parce que là, il y a la famille Leblond qui arrive. Ils sont en panique parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais malheureusement, il y a peu de gens qui vont jusqu'à prendre des dispositions comme ça contre des personnes aussi grosses, on va dire. On est si petite à côté et c'est tellement d'argent. Moi, je suis à plus de 20 000 € de dépenses d'avocat. Heureusement que j'ai mes frères qui m'aident. Sinon, j'aurais pas pu. La somme qui est indiquée, que le bailleur me doit, logiquement, avec ce procès, est une grosse somme. On va pas se cacher, hein, c'est une très grosse somme. Sauf que ça ne me redonnera pas ma santé. Ça va pas me redonner tout ce que j'ai perdu. Aujourd'hui, la greffe, c'est pas... En fait, la greffe, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 10 ans. C'est tellement aléatoire. Côté civil, c'est une grosse somme d'argent. C'est en millions. L'argent ne vaut pas les tracas que j'ai en permanence. Ma mère qui inquiète dès que j'ai une toux. Aujourd'hui, je suis tata de 4 petits bouts. Et surtout un qui est né il va avoir 2 ans. Et en fait, je vis avec l'idée qu'il va peut-être pas se souvenir de moi si je pars. J'ai tout le temps besoin de le voir parce que je me dis peut-être qu'il se souviendra pas de moi en fait. C'est dur de se dire ça parce qu'on peut tous mourir un jour. Mais quand on est greffé, on a encore plus une épée de Damoclès sur la tête. Selon les médecins, tu sais combien de temps il te reste à vivre? La durée de vie de quelqu'un qui est greffé est aléatoire. Je sais que la greffe pulmonaire est la greffe la plus compliquée.
Donc, c'est la greffe qui tient le moins bien. Maintenant, je connais des gens qui sont greffés depuis 28 ans. Je connais des gens qui sont greffés depuis 17 ans. Mais je connais aussi des gens qui sont décédés au bout de quelques mois. Donc voilà, c'est un peu toi et ta chance. Donc je prie souvent pour que tout se passe bien au niveau santé et que qu'on me permet de profiter le plus de ma famille et de la vie en général. C'est ce que disent les médecins sur ton état de santé. Est-ce qu'ils te donnent, eux, une estimation par rapport à tes résultats, à tes analyses? Les médecins ne donnent aucune estimation parce que vraiment, c'est tellement aléatoire et ils ne peuvent pas savoir. Mais ça peut, dans une semaine, ne pas aller bien du tout. Par exemple, je sais que j'ai été malade pendant 1 mois là et j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur que ça soit un peu cata, que je fasse un rejet ou quoi. Je me voyais déjà repartir pour une greffe ou peut-être pas. Enfin voilà, c'est vraiment une inquiétude en permanence. Avant de parler du futur, j'aimerais parler de ton combat à créer du coup une association, notamment avec ton frère. Est-ce que tu peux me parler de ce projet-là? J'ai décidé de créer une association, donc j'ai mis toutes mes piliers. Maintenant, j'ai plus mon ancien compagnon, mais le reste de mes piliers sont avec moi dans l'association. Donc l'association s'appelle Combat pour Marine. Elle a pour but de sensibiliser sur les dangers de l'environnement intérieur, donc d'aider les personnes qui sont dans cette situation, de les conseiller, leur permettre de ne pas se laisser faire, de ne pas minimiser les choses aussi, et également sensibiliser sur le don d'organes, parce que en fait, en France, on est tous officiellement donneurs depuis 2017, sauf que les gens ne sont pas forcément au courant. Il faut en parler avec ses proches pour dire je suis donneur, parce que si demain il arrive quelque chose, c'est la famille qui a le dernier mot. Si la famille ne connaît pas la volonté de la personne qui est décédée, elles vont peut-être pas donner les organes alors que cette personne, elle était donneuse. Et c'est pour ça qu'en France, on manque cruellement de donneurs finalement. Et peut-être que moi, s'il y avait eu plus de donneurs, j'aurais pas attendu 3 semaines avant de me faire greffer des poumons en super urgence. Comment tu vis maintenant? Tu vis avec la force de te battre tous les jours? Est-ce que tu vis dans le doute? Est-ce que tu profites de chaque instant? Comment tu perçois les choses maintenant? Il y a des moments où vraiment je me pose aucune question, où je me sens bien. Et du coup, là, depuis que je suis greffée, c'est vrai que j'ai pas mal de doutes. Je sais jamais comment va se passer la semaine d'après, si je vais tomber malade, si je vais avoir un rhume. Si je vais avoir un rhume, quelle proportion ça va prendre? Est-ce que je vais être hospitalisée ou est-ce que je vais être hospitalisée pour les reins, pour le foie? C'est vraiment des questions en permanence, parfois où je me pose aucune question, parfois où je me sens très bien et parfois où vraiment je ressasse tout ça et ça va pas du tout. C'est vraiment aléatoire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est d'être en bonne santé, que ces greffons restent le plus longtemps en bonne santé, que ce procès aboutisse favorablement pour moi. Et puis de profiter de ma famille, voilà. C'est ce qu'il y a de plus beau. À partir du moment où on a la santé, normalement, on peut tout avoir à côté. Donc voilà, la santé surtout. Et avant de terminer cette vidéo, on est là aujourd'hui, face caméra. Est-ce que tu aurais un message à partager à notre communauté ou un message pour ta famille? C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que là, tu peux laisser, entre guillemets, ton empreinte. Cette vidéo, des milliers de gens la regarderont. Est-ce que tu as un message pour eux? Si je devais avoir un dernier mot à dire, ça serait déjà de profiter de sa famille. Vraiment profiter. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important, en tout cas pour moi. Faites savoir à votre famille que vous êtes donneur. Si vous avez de la moisissure chez vous ou de l'humidité, agissez. Ne laissez pas les choses traîner en se disant j'ai mis un coup de javel et tout va bien. Non, la javel, c'est vraiment néfaste pour les poumons. C'est pas une bonne idée. Et si j'ai un mot à faire passer à ma famille, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Également à ma meilleure amie qui a été aussi présente pendant toute cette période. Et surtout mes piliers, donc ma mère, mes frères, qui ont toujours été là. Et je les remercie. Et puis mes neveux et nièces qui pareil, ils ont été adorables. Voilà, je les remercie tous. Évidemment, ma donneuse, qui, elle, a pris la décision d'être donneur, donc donneuse, je la remercie parce que grâce à elle, je suis là.
Il faut savoir qu'un donneur sauve 7 vies. Aujourd'hui, quand je me couche, je pense souvent à ma donneuse et je me dis, je passe encore une nuit chez moi. Une nouvelle nuit, c'est une nouvelle chance. T'as le corps médical aussi, qui ont été très présents. Le corps médical, ils sont, pareil, pour moi, ils sont incroyables, que ça soit mon pneumologue qui s'est occupé de moi pour la fibrose pulmonaire, avec qui je suis encore en contact, que ça soit les médecins que j'ai pu croiser sur mon chemin, mon ostéopathe, juste elle qui a compris tout de suite que ça n'allait pas. Pas mal de gens, mon kiné actuel, tout le monde. Et surtout, l'équipe médicale lors de la réanimation, sans eux, je ne serais pas là. Donc que ça soit médecin, interne, aide-soignante, infirmière, infirmier, et surtout mon chirurgien qui a fait des merveilles du coup, parce que je suis là. Donc vraiment, j'ai une reconnaissance, mais incroyable. À chaque fois que je les vois, pour moi, c'est comme si j'allais à Disneyland et que je voyais Mickey si j'étais enfant. C'est des stars, je les idolâtre. Je suis hyper reconnaissante et je les remercie. C'est une reconnaissance qui n'a pas de prix, en fait. Merci Marine. Merci à vous.